Bonjour, Edouard Bureau. Je vous en prie, je suis très honorée et très heureuse de vous recevoir. Édouard Bureau, vous Merci êtes à vous, jeune, vous avez 28 ans, c'est votre premier roman que vous venez nous présenter. Et je voudrais justement vous présenter, puisque en tant que premier roman, on ne vous connaît pas suffisamment. Oui, Bien que votre livre, Le Lion sans crinière, paru chez Sable Polaire, je trouvais ça très drôle, Sable Polaire, parce que vous parlez de l'Afrique après. oui. Donc le nom de votre éditeur, et avec une très belle couverture, cette très belle couverture qui n'est pas sans rappeler le douanier Rousseau. C'est vrai. Mais il y a un lien très certainement. Ce livre a eu, vous avez été finaliste du prix Joseph Kessel et vous avez obtenu le prix Jean-Claude Brialy du premier roman 2019. Vous avez été remarqué par la presse, Figaro, et la télévision. Vous avez été reçu à la Grande Librairie. Oui. C'est magnifique. Roman d'aventure dans une Afrique imaginaire, inspiré par vos lectures de Kessel et d'Henri de Montfred, ainsi que des récits de votre père pendant votre enfance. Oui, c'est ça. Votre père a joué un rôle important dans le choix de votre livre. Donc, dans ce livre, il y a deux personnages, le narrateur Perrier, très attachant, et votre héros, André Saint-Souris, qui vivent dans une plantation en Afrique, préservée et harmonieuse, aussi bien sur le plan de la nature que des habitants, jusqu'à une confrontation avec le dictateur sanguinaire, le général Amboutou, qui dirige le pays. Vous avez aussi créé deux très beaux personnages de femmes qui habitent le roman, la princesse Karikari Mariam, amour et femme du héros, et de Mamila, qui est la nurse, détentrice de la sagesse. Le décor est planté, les acteurs en place. Édouard Bureau, qui est le lion sans crinière, et pourquoi ce surnom? Alors, le lion sans crinière est le surnom que le héros André Saint-Souris a gagné lorsqu'il avait 12 ans. À 12 ans. Voilà, à 12 ans, puisque il y a une histoire qui raconte qu'il a tué un lion à main nue. J'ai essayé de placer le récit dans une espèce de pseudo-anthropologie où la mort du lion est un rite de passage, comme c'est le cas dans certaines tribus d'Afrique. Et je voulais me servir de ce petit détail que Kessel lui-même a très très bien utilisé dans Le Lion, pour en faire un personnage un petit peu mythique. On l'appelle le lion sans crinière parce qu'il était jeune et il avait 12 ans au moment où il l'a fait, donc il n'avait pas sa pilosité, donc sa crinière. Voilà. Et c'est le surnom qu'il a gagné, et tout le monde l'appelle un petit peu comme ça. Et ce surnom-là lui permet d'avoir une aura particulière et de rayonner et de gagner en assurance et en conquête et en charisme au fil de la révolte qu'il va lancer. Et qui va lancer donc accompagné par des habitants de ce pays qui, vous les avez créés, vous les avez imaginés, les 4 ethnies, parce qu'elles sont très très serriées. Il y a, je vous laisse en parler, oui, puisque vous les avez créées. Et en fait, il y a donc 4 ethnies. Je voulais me tenir à 4, j'aurais pu le faire beaucoup plus largement parce qu'il y a des pays d'Afrique qui ont jusqu'à une cinquantaine d'ethnies, mais je voulais quand même que ça reste à peu près compréhensible pour tout le monde et aussi pour moi-même. Oui, c'est vrai. Voilà. Je voulais me garder à 4 ethnies, et ensuite j'ai fait un petit travail d'anthropologie où je me suis beaucoup inspiré, finalement comme n'importe quel écrivain, n'importe quel travail d'imagination, de la réalité pour créer mes personnages. Donc je me suis inspiré des Maasai, je me suis inspiré aussi des Dogons dans les tenues de certaines tribus, oui, et dans les rapports entre les tribus. Alors là, ce sont des rapports de force qu'on retrouve beaucoup en Afrique, que ce soit au Rwanda ou au Burkina Faso. J'ai une appétence un peu plus naturelle pour l'Afrique de l'Ouest, et je voulais mettre cette luxuriance aussi, mettre ces ethnies qui évoluent dans un cadre géographique que j'ai inventé, mais qui est inspiré de l'Afrique, que certains peuvent connaître. Donc je voulais me laisser tout le travail de l'imagination, donc j'ai mis de la jungle, de la savane, de la plaine, même un accès à la mer. Je voulais me laisser les champs les plus libres possibles. Alors au début, effectivement, nos personnages sont dans une plantation très protégée,
et un événement terrible va déclencher justement cette révolte qui va être menée par le lion sans crinière. Et on voit aussi que la dépouille du lion va être très très importante dans la montée de cette révolte avec André Saint-Souris. Et les ethnies, on sait par exemple que le général Mobutu fait partie d'une ethnie qui était la 4e dans l'ordre de préséance en fait. Oui. Et jusqu'à présent, ça n'avait gêné personne dans le pays. Et d'un seul coup, cette révolte, ce général massacre un village. À la suite de cela, il y a l'incendie du village. Et dans la savane, tous ces animaux qui partent, et c'est une page d'anthologie de votre livre, de voir tous ces animaux qui partent, qui sautent, Vous n'êtes jamais allé en Afrique? Non, je ne suis jamais allé en Afrique, c'est pour ça que tout ce que je peux dire est peut-être à prendre avec des pincettes pour non, les plus éminents spécialistes, mais je voulais me laisser vraiment cette liberté. J'ai aussi lu, j'ai fait des travaux de biologie, et je voulais un petit peu mieux comprendre la faune et la flore africaine. Et c'est pour ça qu'il y a certaines scènes que j'ai voulu florissantes et luxuriantes, et donc j'ai mis beaucoup de plantations, enfin beaucoup de végétation, beaucoup d'animaux. Et il y a effectivement cette scène où je fais comprendre que la plantation est complètement coupée du reste du pays. Les deux narrateurs, avec les habitants de la plantation, vivent vraiment coupés du monde. Et ce sont des espèces de moments de grâce. Il y a quelque chose que j'ai voulu d'un peu poétique dans la description de cette plantation, oui. Une espèce de parenthèse enchantée, et à un moment la parenthèse s'ouvre et les narrateurs, enfin le héros et le narrateur se retrouvent confrontés à la réalité, c'est-à-dire qu'il y a eu des exactions terribles commises vraiment aux portes du village. Là ils comprennent tout le drame qui se joue. En tant qu'hommes, ils sont poussés à l'action, ils ne peuvent pas faire autrement que d'agir puisqu'il y a eu des injustices qui ont été commises. Donc, c'est quelque chose dont j'ai aussi voulu parler, c'est la façon dont les hommes peuvent réagir face à quelque chose de complètement exogène. Donc là, c'est un drame humain, ils en sont conscients. Soit ils referment la parenthèse, soit ils décident de l'ouvrir complètement et de partir à la révolte du pays. Ils décident évidemment de partir faire tomber ce dictateur sanguinaire. Et au moment où ils se rendent compte de ces fumées dans le village, il y a une cavalcade d'animaux qui fuit l'incendie, le drame, le massacre. Et c'est une scène que j'ai voulu un petit peu décrire. Ce sont des animaux de la savane qui se retrouvent plongés dans la jungle. Oui. Tout est mêlé, il y a un entrechoc de corps et de voix. Comme s'ils se présentaient à vous, oui, dans cette cavalcade merveilleuse, voilà. Oui. Et alors ça, pour le coup, j'ai repris... en fait, dans le Lion de Kessel, il y a une scène où des animaux boivent dans un marigot, et il parle de l'entrechoquement des bois. Et je trouvais ça extrêmement fort, et donc j'ai entre guillemets repris certains éléments de la scène pour lui donner un peu plus de violence et de vitalité et de force en faisant une cavalcade. Alors nous terminerons justement cet endroit un peu paradisiaque où justement Mamila, la nurse et gardienne de la sagesse, avait préconisé au père d'André Saint-Souris de mettre les 4 ethnies à proximité pour qu'ils travaillent ensemble. Et en fait, cette exaction, ce village, va complètement faire exploser et faire revenir les principaux caractères de chacune des tribus après quand on va partir avec cette rébellion. C'est quand même le côté africain très sanglant, très dur, la confrontation ensuite de toutes ces ethnies qui vont arriver donc à se retrouver, mais à s'affronter finalement. Et Périer, qui lui est un Européen, André Saint-Souris est né là-bas, il n'est jamais parti. Donc Périer, qui est un sage, qui est devenu un sage, un poète, donc va suivre André Saint-Souris dans toute son épopée. Et à un moment, il traverse la savane, il arrive du désert, il rentre dans la savane avec la nature retrouvée. Et là, j'aimerais que vous nous en parliez parce que c'est un moment extraordinaire dans votre livre.
le personnage de Perrier, pour le recontextualiser, est le comptable de la plantation. Donc c'est quelqu'un qui a un métier qui est peut-être un petit peu raide, et parfois un peu sec dans la perception des gens, mais au contact de la nature et dans l'aventure de la révolte, il va comprendre qu'il a besoin de retourner à ce lien originel avec les éléments, avec la végétation, pour se retrouver lui-même. Puisque en fait, tout le roman parle aussi du glissement du héros, André Saint-Souris, vers une avidité du pouvoir. C'est quelque chose qui est assez central dans le roman, c'est que celui qui lance la révolte est complètement aveuglé par sa soif de conquête, et le narrateur voit tout ça et en est terrifié. C'est pour ça qu'il décide d'avoir ce retour à la nature-là, où il retrouve la paix, la tranquillité, un caractère un peu paisible. C'est vraiment le fond de son âme, et il se retrouve vraiment complètement dedans. Vous avez créé de très beaux personnages. Bien sûr, nous laisserons au lecteur le soin de découvrir ce qui arrive après. Et c'est ce que j'ai dit à Édouard. Je lui ai dit, écoutez, quand on finit votre livre, on se dit, ah mais alors je n'avais pas compris le début, et on revient au début, et là tout s'éclaire, puisque, bon, on ne racontera pas la fin, bien évidemment, le dénouement. Et oui, c'est vrai que quand on lit l'Incipit, on ne comprend pas forcément de quoi on parle, puisque 3 paragraphes après, je change complètement d'ambiance. Voilà. Mais c'était évidemment voulu, c'était pour faire une espèce de grande boucle narrative. Ah oui, c'est voulu, mais on vous suit aussi. Votre lecteur vous suit tout à fait. Donc c'est votre premier roman, oui. Et vous m'avez dit que vous en écriviez un deuxième. Oui. Vous êtes en cours. Il est écrit. Oui. Donc, vous n'avez pas le droit de nous en parler, bien évidemment. Je peux vous en toucher quelques mots quand même. Alors, quelques mots, parce que je pense que le temps est écoulé pour nous. Mais... Oui. Non, mais en quelques mots, ce roman-là est déjà un roman qui parle de l'enracinement des populations. Le deuxième sera aussi sur l'enracinement des hommes. Et la nature aura aussi toute sa place. Ça va se passer dans les Alpes italiennes, de ce que je peux vous dire. Ce sera une espèce de fresque aussi de 2 jeunes idéalistes contre une espèce de diabolus ex machina, on va dire. Qui est une espèce de personne qui arrive et qui sème la zizanie, au sens premier, et il va falloir aussi agir ou retourner sur soi-même. Voilà. Et il sort en fin août 2021. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que, en ce qui concerne l'environnement, tout sera possible pour que les intemporels puissent vous rencontrer au Café de Flore. Ah oui, Café de Flore que nous saluons avec Claude, Frédéric et Annick, bien évidemment. Merci, Édouard Bureau. Merci de nous avoir présenté votre livre merveilleux que j'incite vraiment à lire.